Bonjour, je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samak. Wow, vous êtes déjà là? Vous êtes déjà là en train d'écouter? Mais c'est top! Oui, je fais cet audio par la foi. Je ne l'ai pas encore vu, parce que je suis en train de l'enregistrer, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont adhéré à cette série. Elle fait vraiment sens chez certains d'entre vous et je sais que ça vous aide énormément et j'en suis vraiment ravie. Voilà. Bon, on y va pour ce dernier épisode sur les besoins et les domaines. Et aujourd'hui, nous aborderons les schémas du domaine survigilance ou du domaine inhibition. Ce sont des schémas qui se forment quand le besoin de spontanéité et de jeu chez un enfant, chez un ado, n'a pas été correctement satisfait, soit trop, soit pas assez. Ce besoin de spontanéité et de jeu, c'est vraiment ce besoin, je le répète, d'avoir des moments de détente, de plaisir et d'expression créative où l'on peut s'amuser sans aucune contrainte. Alors là, c'est le moment où je vais vous poser des questions pour vous aider à voir si vous seriez concerné par les schémas de ce domaine-là. Alors, à la maison, est-ce que vous pouviez rire sans complexe, jouer, courir, danser? Deuxième question, aviez-vous du temps pour jouer librement, sans objectif ni performance, ou encore du temps pour vous détendre ou ne rien faire quand vous étiez petite ou ado? Étiez-vous encouragé à explorer, à essayer de nouvelles choses, à être curieux, c'est-à-dire pouvoir avoir la liberté de découvrir de nouvelles choses? Les adultes, donc vos figures d'attachement, est-ce qu'ils partageaient des moments de plaisir et de jeu avec vous et est-ce qu'ils les respectaient, ces moments de plaisir et de jeu que vous pourriez avoir même sans eux? Alors, est-ce que vous pouviez vous tromper, casser quelque chose, salir quelque chose sans recevoir des critiques acerbes, des punitions excessives et des moqueries venant des adultes? Votre milieu familial, est-ce qu'il était sévère et est-ce que vous étiez puni sévèrement? Dernière question, étiez-vous critiqué pour ce que vous faisiez ou pour qui vous étiez? Et ça, même pour rigoler. Même si on vous disait je rigole, mais est-ce que ça arrivait qu'on vous critique, qu'on se moque de vous pour ce que vous faisiez, mais aussi pour ce que vous étiez, pour qui vous étiez? Alors, si aux 5 premières questions, il y a au moins un non, et aux 2 dernières questions, il y a au moins un oui, il est probable que vous ayez des schémas de ce domaine, c'est-à-dire du domaine survigilance, inhibition. Les personnes qui présentent ce type de schéma ont tendance à réprimer leurs émotions, à brider leur spontanéité. Elles cherchent à tout contrôler, leurs pensées, leurs réactions, leurs comportements. Et tout ça par peur de commettre des erreurs ou de s'écarter de leurs propres règles de conduite. Cette rigidité les pousse souvent à privilégier le devoir, la performance et la conformité au détriment d'autres dimensions de la vie comme le plaisir, les loisirs, les relations sociales ou encore la détente. Elles ont généralement grandi dans un environnement familial rigide, exigeant et parfois critique, où la sévérité et le contrôle dominaient sur la chaleur et la joie. L'expression des émotions était souvent jugée inappropriée ou perçue comme une faiblesse. Ainsi, par contre, le travail, le perfectionnisme, l'obéissance et la maîtrise de soi
devenaient des priorités absolues, ce qui relègue au second plan la spontanéité, le bien-être et le simple plaisir de vivre. Alors dans ce domaine, il y a 4 schémas et je vais vous les présenter comme d'habitude succinctement avec des exemples de stratégies d'adaptation dysfonctionnelles, c'est-à-dire des comportements dysfonctionnels qui y sont associés. Donc il y a 3 types de comportements. La soumission, c'est quand on se laisse guider par les croyances véhiculées par le schéma et qu'on agit de manière à le confirmer, à les confirmer les croyances. Il y a les comportements d'évitement, de fuite, où la personne va éviter de vivre, de ressentir, de se confronter aux émotions pénibles liées au schéma. Ce sera vraiment une stratégie défensive lui permettant d'organiser sa vie de manière à éviter que le schéma ne se réactive. Et pour finir, la contre-attaque ou encore la compensation, c'est quand on va lutter contre le schéma en essayant excessivement d'inverser la tendance. On combat le schéma en adoptant des pensées, des émotions, des comportements qui vont à son encontre dans le but de s'en extraire. Le schéma exigence élevée ou critique excessive. La croyance profonde, c'est le fait de se dire « j'aspire à la perfection et j'ai un niveau de critique, d'exigence très élevé ». Quand on a tendance à se soumettre, on a un comportement de soumission à ce schéma, on va par exemple avoir tendance à se fixer des objectifs excessivement élevés et être très dur, rigide, critique envers soi-même. Quand on sera dans de l'évitement, on va éviter toutes les situations, les tâches qui vont nécessiter une performance. Par exemple, un parcours où à la fin il y aura un diplôme à la fin, ou faire une nouvelle activité qui va nous mettre en difficulté et qui pourrait nous mettre en échec. Et donc, par peur de se sentir incompétent, ces personnes-là vont carrément éviter tout cela, rester dans leurs petites habitudes. Quand il y aura un comportement de contre-attaque, la personne pourra par exemple faire le strict minimum, limiter ses efforts et agir avec un bas niveau de performance. Donc aller vraiment à tout l'inverse de ce que le schéma lui indique initialement. Deuxième schéma, le schéma négativité ou encore pessimisme. Un comportement de soumission à ce schéma serait d'être constamment préoccupé, anxieux, anxieuse vis-à-vis d'éventuelles conséquences, des conséquences négatives qu'on aurait par rapport à des actes ou des situations. Un comportement d'évitement, ce serait d'éviter d'essayer de nouvelles activités, expériences, rencontres, de peur que quelque chose de mal se passe. Un comportement de contre-attaque serait, par exemple, d'être excessivement optimiste et de refuser tout événement ou émotion désagréable. Autre schéma, le sur-contrôle émotionnel. Donc, la croyance profonde, l'idée profonde, c'est que la personne va je privilégie le contrôle et la raison par rapport aux émotions et à la spontanéité. Alors, un comportement de soumission serait d'agir de façon contrôlée et terne. Donc, ce sont des personnes qui seront assez froides, qui ne vont pas montrer leurs émotions, que peu importe les émotions d'ailleurs, agréables ou désagréables, et qui vont vraiment limiter, contrôler leur comportement spontané. Si on est sur un évitement, un comportement d'évitement, ce seront des personnes qui vont éviter les activités impliquant l'expression des émotions. Par exemple, ne pas faire de parcs d'attraction, parce que là, quand on fait les manèges, on est plutôt dans une désinhibition, et ces personnes-là vont éviter de faire ce genre de choses-là.
pour ne pas perdre le contrôle de leurs émotions. Elles peuvent aussi éviter d'autres activités qui demandent un comportement désinhibé comme la danse ou encore certains jeux. Un comportement de contre-attaque serait d'essayer excessivement et maladroitement de faire le pitre, de se faire remarquer, et on verrait que ce n'est pas naturel. Dernier schéma, c'est celui de punition. Donc, la croyance profonde, je pense que les échecs ou les erreurs sont intolérables et qu'elles méritent des sanctions. Le comportement de soumission serait, par exemple, de punir rudement les autres et soi-même d'ailleurs, s'ils n'ont pas ou si on n'a pas été à la hauteur, mais selon la personne qui a le schéma, bien sûr. Donc, punir vraiment durement et de façon disproportionnée, en tout cas pour nous autres à l'extérieur, parce que la personne ne s'en rend pas toujours compte que ça. Quand il y a un comportement d'évitement, la personne pourra, par exemple, éviter les situations où on l'évalue par peur et pour échapper à une éventuelle punition, à une éventuelle sanction, qui parfois est imaginée. Il n'y aura pas forcément de punition ou de sanction, mais la personne se dit s'il y a évaluation, il risque d'avoir punition, sanction, donc je fuis. Et quand il y a des comportements de compensation, ce seront des personnes de compensation ou de contre-attaque, ce seront des personnes qui vont au contraire pardonner, tolérer de manière trop indulgente plein de choses, tout en étant intérieurement en colère et sévère. C'est-à-dire qu'elle est à l'encontre de ce qui se passe à l'intérieur quelque part, mais pour ne pas montrer que elles vivent ce schéma-là quelque part, elles font tout le contraire de ce que pourrait leur dicter le schéma. Eh bien, on arrive à la fin de la description de ce domaine-là, mais aussi de la description de l'ensemble des domaines et de l'ensemble des schémas. Vous compterez, vous verrez qu'il y a 18 schémas précoces inadaptés. Il faut savoir que la recherche est encore en cours, comme dans tous les domaines des sciences, et là il s'agit de sciences humaines, donc les recherches sont encore en cours, donc peut-être qu'à l'avenir, il y aura encore des nouveautés concernant les schémas, concernant le nombre de schémas, parce que initialement, les premières recherches avaient mis en évidence 11 schémas, mais l'être humain, il est complexe, donc là, ce sont de grandes lignes qu'il donne. Je trouve que c'est intéressant. Et j'espère que vous aussi vous trouvez cette conception intéressante pour pouvoir vous aider à mieux identifier votre fonctionnement. Alors, pour finir, comme d'habitude, et pour conclure cette partie aussi sur des besoins, je vais vous parler de Dieu et comment il a répondu aux besoins de spontanéité et de jeu d'Adam et Ève, selon moi. Alors, pour moi, le simple fait de donner une règle et puis sinon laisser Adam et Ève le libre arbitre, c'est déjà montrer que Dieu voulait qu'ils aient accès à leurs besoins de spontanéité et de jeu. Dieu les a créés et il leur a dit dans Genèse 1, verset 28, je reprends, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Quand on lit ça, on voit le côté, on va dire, très formel de multiplier, de procréer. Mais pour procréer, derrière la procréation, je ne sais pas si je peux dire derrière, mais il y a la sexualité. Et c'est le premier moyen que Dieu a créé, a mis en œuvre pour l'homme et la femme pour prendre du plaisir. Donc Dieu a répondu à ce besoin-là. C'est vrai qu'ils étaient déjà adultes, donc c'était cette façon qu'il y avait aussi de répondre aux besoins de spontanéité et de plaisir. Et j'imagine que quand Adam
et Ève ont été créés, surtout qu'Adam a attendu, on lui a créé la femme os de ses os, chair de sa chair. J'imagine qu'ils n'ont pas joué au domino ni aux cartes. D'ailleurs, il n'y avait certainement pas ça à ce moment-là dans le jardin. Voilà, je ferme la parenthèse. Et puis, un autre aspect concernant la spontanéité, c'est le fait que Dieu ait donné à Adam la libre possibilité de nommer les animaux. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Et tout être vivant que l'homme appela, ce fut son nom. Son nom. Genèse 2, verset 19. Donc c'est vraiment de la spontanéité, de la liberté, que de laisser Adam faire preuve de créativité, parce que Dieu aurait pu dire, bon, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui donne le nom. Eh bien non, il lui a donné cette opportunité d'être celui qui nomme les animaux, et pour moi, ça répond à ce besoin. Et je vous invite à relire et à voir toute cette histoire de la création de l'homme et de la femme, et à voir par vous-même comment Dieu a veillé à répondre à ces 5 besoins psycho-affectifs chez l'homme et la femme. Voilà, alors, on s'arrête là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, je vous propose de vous donner quelques pistes pour pouvoir comprendre comment, on soigne ces schémas, en quoi consiste aussi la thérapie des schémas. Donc, ce ne sera toujours pas des éléments qui vont remplacer un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire une thérapie. Ce seront vraiment de grandes lignes pour que vous puissiez comprendre comment faire en fait et sortir de ces schémas répétitifs dans lesquels on peut rester et qu'on peut en plus transmettre d'une génération à une autre. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver et j'espère que vous aussi. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains d'Otsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.